N'ayant personne à qui la confier, une mère emmène sa fille au service de nettoyage dans un gratte-ciel. La fillette découvre des secrets qui mettent en péril l'avenir de l'entreprise. Et par un acte de courage, elle change à jamais le destin de sa mère et de tous autour d'elle. Avant de commencer, rejoignez notre famille ici sur la chaîne. Abonnez-vous maintenant, laissez un pouce bleu, il soutient énormément notre travail. Et écrivez dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. J'adore savoir jusqu'où nos histoires voyagent. La fine pluie du mardi s'abattait sur les rues du centre de Paris lorsque Rose Dubois jeta un troisième coup d'œil à l'horloge de la cuisine. 19h45. Dans 15 minutes, elle devait être à l'accueil de la tour Prestige, prête pour une nouvelle nuit de travail qui se prolongerait jusqu'à 6h du matin. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, Sophie devrait l'accompagner. La fillette de 8 ans était assise à la table de la petite cuisine, terminant ses devoirs sous la lumière jaunâtre de l'ampoule qui clignotait de temps en temps. Ses cheveux bruns tombaient sur le cahier où elle écrivait avec l'application de celle qui savait que l'éducation était la seule échelle vers un avenir meilleur. Rose observait sa fille avec un mélange de fierté et d'angoisse qui lui serrait la poitrine. Madame Geneviève, la voisine âgée qui s'occupait toujours de Sophie les soirs où Rose travaillait, avait été hospitalisée d'urgence la veille. Une pneumonie. Avertit les médecins. La nouvelle avait frappé Rose comme un coup de poing dans l'estomac, et elle avait immédiatement pensé à l'impossibilité de manquer le travail. 3 absences en 6 mois signifiaient un licenciement automatique, et elle en avait déjà utilisé 2 lorsque Sophie avait eu une forte grippe le mois dernier. Dans l'entreprise de nettoyage toujours propre, où elle travaillait depuis près de 5 ans, il n'y avait pas de place pour la compréhension ou la flexibilité. Le contrat était affiché dans les moindres détails sur le tableau d'affichage de la salle du personnel, et Rose connaissait chaque ligne par cœur. Mère célibataire, sans famille proche à Paris, elle avait quitté la province avec Sophie encore bébé, à la recherche d'opportunités que sa ville natale n'offrait pas. Sophie leva les yeux de son cahier et croisa le regard inquiet de sa mère. La fillette avait une perception aiguë des sentiments des adultes, peut-être développée par la maturité précoce que la vie lui avait imposée. Elle savait que quelque chose était différent, que l'absence de Madame Geneviève créait un problème qui allait au-delà d'un simple changement de routine. « Maman, tu es inquiète » dit Sophie, en fermant soigneusement son cahier. Sa voix portait une gravité inhabituelle pour quelqu'un de son âge. C'est à cause de Madame Geneviève, n'est-ce pas? Rose s'approcha de sa fille et lui caressa tendrement les cheveux. Comment expliquer à une enfant de 8 ans que le monde des adultes n'offre parfois pas d'alternative? Comment dire qu'elle avait passé tout l'après-midi à appeler les quelques connaissances qu'elle avait, implorant de l'aide, et que toutes étaient dans l'impossibilité de s'occuper d'une enfant pendant la nuit? « Ma chérie, maman doit travailler ce soir et il n'y a personne pour rester avec toi » commença Rose, choisissant ses mots avec soin. « J'ai pensé à une solution, mais j'ai besoin que tu sois très responsable et que tu m'obéisses en tout, d'accord ?» Sophie hocha la tête, ses yeux sombres brillant de curiosité et d'une pointe d'appréhension. Elle avait déjà accompagné sa mère dans l'immeuble où elle travaillait à quelques reprises pendant la journée, lorsqu'elle avait des rendez-vous médicaux ou des réunions à l'école. Elle connaissait le hall en marbre poli, les ascenseurs aux parois de miroir et l'immensité de cet endroit qui semblait être un monde à part. « Tu vas venir avec moi aujourd'hui, » poursuivit Rose, « mais tu resteras dans la salle de repos du personnel, à faire tes devoirs ou à dormir. Tu ne dois sortir de là pour rien au monde, Sophie, absolument rien. Si quelqu'un me voit avec une enfant dans l'immeuble, je peux perdre mon emploi sur le champ. » La gravité dans la voix de sa mère fit déglutir Sophie. Elle comprenait l'importance de l'emploi de Rose, savait que c'était de là que venait l'argent pour le loyer de leurs 2 pièces, pour la nourriture, pour les fournitures scolaires, pour tout. À 8 ans, Sophie comprenait déjà que la vie était une bataille constante contre les difficultés et que chaque réussite était le fruit de beaucoup d'efforts et de sacrifices. « Je te le promets, maman. Je resterai sage et je ne dérangerai personne, » répondit Sophie avec la détermination de celle qui prend un engagement important. « J'emporterai des livres à lire et je ne bougerai pas. » Rose sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Elle savait qu'elle prenait un risque énorme. La tour Prestige était l'un des immeubles les plus stricts du centre de Paris, avec un système de sécurité avancé et des règles inflexibles. La présence d'une enfant dans le bâtiment pendant la nuit
pourrait engendrer des problèmes qu'elle n'avait pas les moyens d'affronter. À 20 heures précises, la mère et la fille descendirent les escaliers de leur petit immeuble de 3 étages, rue de Charonne. Sophie portait un sac à dos rose avec quelques livres, un cahier de dessin et une bouteille d'eau. Rose portait l'uniforme bleu marine de l'entreprise de nettoyage, les cheveux attachés en un chignon impeccable et les chaussures en caoutchouc qui l'accompagnaient à chaque aube de travail. Le trajet en métro jusqu'à la station Châtelet durait environ 20 minutes, suivi d'une marche de 5 pâtés de maison jusqu'à l'imposant bâtiment de verre et d'acier qui s'élevait majestueusement sur l'une des avenues les plus animées du centre. Pendant le trajet, Rose répéta les consignes à Sophie, soulignant l'importance de rester dans la salle de repos et de ne pas attirer l'attention. « Souviens-toi de ce que nous avons convenu, ma chérie. La salle du personnel est au 3e étage. Tu connais le chemin? Nous y sommes déjà allés. Il y a un vieux canapé, une petite télévision et une table. Tu restes là, tu fais tes devoirs, tu lis un peu, puis tu dors. Le matin, quand j'aurai fini mon service, nous rentrerons à la maison ensemble. » Sophie acquiesça de la tête, observant par la fenêtre du métro la ville qui défilait en lumières et en mouvements. Elle ressentait un mélange de nervosité et d'excitation. Elle n'avait jamais passé une nuit entière dans un endroit autre que sa maison, et la perspective de se trouver dans un immense immeuble pendant la nuit éveillait sa curiosité naturelle. La tour Prestige était un colosse de 35 étages qui abritait certaines des plus grandes entreprises du pays. Pendant la journée, des milliers de personnes circulaient dans ces couloirs, mais la nuit, elle se transformait en un lieu silencieux et presque fantomatique, habité uniquement par l'équipe de sécurité et les employés de nettoyage. Rose salua Jean, le gardien de nuit qu'elle connaissait depuis des années, d'un signe de tête discret. Il lui rendit son salut sans remarquer Sophie, qui marchait quelques pas derrière sa mère, essayant de se faire invisible. Le plan fonctionnait. Dans les ascenseurs, Rose appuya sur le bouton du 3e étage, où se trouvait la salle de repos du personnel de nettoyage. La salle était petite et modeste, avec des murs peints en beige, un canapé en simili-cuir marron déjà usé par le temps, une vieille télévision à tube cathodique et une table ronde avec 4 chaises en plastique. Il y avait aussi un petit réfrigérateur et une fontaine à eau qui ne fonctionnait que quand elle en avait envie. L'endroit avait l'odeur caractéristique des produits d'entretien mêlée à celle du vieux café. « Voici ton petit coin pour cette nuit, » dit Rose, en arrangeant un coussin sur le canapé pour le rendre plus confortable. « Il y a de l'eau à la fontaine et, si tu as faim, il y a des biscuits dans le tiroir là-bas. Tu te souviens de tout ce que maman a dit ?» Sophie hocha la tête et s'installa sur le canapé, sortant de son sac à dos un livre d'aventure qu'elle avait emprunté à la bibliothèque de l'école. C'était l'histoire d'une fille qui découvrait des passages secrets dans un vieux château, et Sophie s'identifiait toujours aux protagonistes courageuses et curieuses comme elle. Rose embrassa le front de sa fille et quitta la pièce, fermant la porte avec précaution. Son cœur battait la chamade alors qu'elle se dirigeait vers le local du matériel de nettoyage pour prendre ses équipements pour la nuit. Elle savait qu'elle enfreignait toutes les règles, mais elle ne voyait pas d'autre solution. C'était ça, où manquait le travail. Et manquer le travail signifiait mettre en péril la stabilité qu'elle avait eu tant de mal à conquérir. Les 2 premières heures passèrent tranquillement pour Sophie. Elle lut quelques pages de son livre, fit quelques dessins dans son cahier et réussit même à trouver une chaîne de dessins animés sur la vieille télévision. Mais à mesure que la nuit avançait et que le silence devenait plus profond, une inquiétude commença à grandir en elle. L'immeuble, pendant la nuit, était complètement différent de l'environnement animé qu'elle connaissait. Les couloirs vides et mal éclairés créaient une atmosphère presque mystique, et Sophie se mit à imaginer quelles aventures pourraient se dérouler aux autres étages. Tout comme la protagoniste de son livre, elle ressentait une envie presque irrésistible d'explorer les mystères de cet immense endroit. Vers minuit, alors que le sommeil ne venait toujours pas et que sa curiosité atteignait son paroxysme, Sophie prit une décision qui allait tout changer. Elle savait qu'elle avait promis de rester dans la salle, elle connaissait l'importance d'obéir à sa mère, mais quelque chose de plus fort que la raison la poussait. Avec précaution, elle ouvrit la porte et jeta un coup d'œil dans le couloir. Le 3e étage était silencieux, éclairé uniquement par les lumières de secours qui créaient une ambiance presque théâtrale.
Sophie sortit de la pièce à pas légers, son cœur battant fort sous l'émotion de la transgression. Elle connaissait l'emplacement des ascenseurs et savait que l'immeuble avait de nombreux étages au-dessus de celui où elle se trouvait. Dans l'ascenseur, Sophie observa les numéros des étages. Elle savait que les étages les plus élevés abritaient les bureaux importants, les salles de direction et la présidence. Sans trop penser aux conséquences, elle appuya sur le bouton du 32e étage. Elle voulait voir à quoi cela ressemblait là-haut, quelle vue on avait de la ville, quels secrets ces bureaux renfermaient. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 32e étage, Sophie se retrouva dans un environnement complètement différent du 3e étage. Les couloirs étaient plus larges, le sol était en marbre poli, et il y avait des tableaux aux murs et des plantes d'ornement bien entretenues. C'était un monde de luxe et de sophistication, qui contrastait radicalement avec la simplicité de la salle où elle aurait dû se trouver. Sophie parcourut le couloir avec curiosité, observant les plaques des salles, direction financière, salle de réunion exécutive, présidence. Chaque porte semblait garder des secrets importants, des décisions qui affectaient la vie de nombreuses personnes. C'était comme si elle était entrée dans un royaume différent, où le pouvoir et l'argent dictaient les règles. C'est en s'approchant du bout du couloir qu'elle entendit des voix provenant de l'une des salles de réunion. Instinctivement, Sophie se cacha derrière une grande plante et tendit l'oreille. C'étaient des voix masculines, parlant à voix basse mais avec une urgence qui attirait l'attention. « Maurice, tu es sûr que les chiffres vont convaincre Gabriel ?» demandait l'une des voix, avec un accent que Sophie ne parvenait pas à identifier. « Édouard, détends-toi. Le gamin est nouveau à la présidence, il nous fait confiance. Il croira les rapports sans trop poser de questions, » répondit l'autre voix, avec plus d'assurance. Sophie ne comprenait pas entièrement de quoi il parlait, mais elle sentait qu'il y avait quelque chose de louche dans cette conversation. Le ton conspirateur, la façon dont il mentionnait un certain Gabriel, tout semblait impliquer une sorte de secret. Sa curiosité enfantine, mêlée à l'instinct qu'elle assistait à quelque chose d'important, la fit rester cachée, essayant de comprendre ce qui se passait. L'aventure nocturne de Sophie ne faisait que commencer, et elle n'avait aucune idée que ses prochaines décisions allèrent déclencher une série d'événements qui transformeraient non seulement sa vie et celle de sa mère, mais aussi le destin de toute une entreprise. Dans l'ombre du 32e étage, une fillette de 8 ans était sur le point de devenir la pièce maîtresse d'une découverte qui allait ébranler les fondations de ce monde de verre et d'acier. Sophie restait cachée derrière la plante d'ornement, son cœur battant si fort qu'elle craignait que les hommes puissent l'entendre. Les voix continuaient de provenir de la salle de réunion, et bien qu'elle ne comprenne pas entièrement le vocabulaire d'entreprise, son intuition d'enfant captait la gravité de cette conversation. « Édouard, regarde les chiffres que nous avons préparés, » dit Maurice, et Sophie entendit le bruit de papier qu'on manipulait. « Au premier trimestre, nous montrons un bénéfice de 12 millions, alors qu'en réalité, nous avons eu une perte de 3,5 millions. Au deuxième trimestre, nous avons inventé un chiffre d'affaires de 15 millions qui n'existe tout simplement pas. » La voix d'Édouard parut plus tendue. « Et Gabriel va gober ça? Maurice, s'il découvre... » « Il ne découvrira rien, » l'interrompit Maurice avec fermeté. « Le gamin a pris la présidence il y a seulement 6 mois. Il nous fait confiance. Il fait confiance à nos rapports, à notre expérience. De plus, il veut vraiment que l'entreprise se développe, que l'expansion internationale réussisse. Il verra ce qu'il veut voir. » Sophie ne comprenait pas des mots comme « trimestre » ou « chiffre d'affaires », mais elle percevait clairement que ces hommes mentaient sur des chiffres importants. À l'école, quand quelqu'un mentait sur ses notes ou sur le fait d'avoir fait ses devoirs, la maîtresse le découvrait toujours et donnait des punitions. Cette situation semblait bien plus sérieuse que des mensonges sur des devoirs. « Maurice, tu as les mallettes ?» demanda Édouard, et Sophie entendit des pas dans la pièce. « Tout est là. Une mallette avec les vrais rapports, qui montrent notre situation réelle, et une autre avec les rapports, que nous présenterons à Gabriel demain. Les faux montrent une entreprise forte, rentable, prête pour l'expansion internationale. » Le son de serrure s'ouvrant et se fermant parvint aux oreilles de Sophie. Elle imagina 2 mallettes de direction, de celles qu'elle voyait des hommes en costume porter dans les couloirs de l'immeuble pendant la journée. L'une contenait la vérité, l'autre des mensonges. Et le mensonge serait présenté comme la vérité
pour tromper un certain Gabriel. Édouard, réfléchis bien. Si cette expansion est approuvée, ce sont 50 millions d'euros qui seront investis. 50 millions. Avec les vrais chiffres, nous n'obtiendrions jamais l'approbation pour un projet de cette taille. Mais avec nos rapports ajustés, Gabriel y verra une opportunité en or. La voix d'Édouard portait encore de l'appréhension. Et si tout tourne mal, si l'expansion échoue parce que notre base financière n'est pas aussi solide que ce que nous montrons, alors la faute retombera sur l'équipe de mise en œuvre internationale, sur l'économie européenne, sur 1000 facteurs externes, répondit Maurice avec une froideur qui fit frissonner Sophie. Nos noms seront blanchis. Nous aurons fait notre part, fournir les données qui justifiaient la décision. Sophie sentit un mélange de peur et d'indignation grandir en elle. Même sans comprendre toutes les implications financières, elle comprenait parfaitement le concept de mensonge et de tromperie. Dans sa famille, Rose lui avait toujours appris que l'honnêteté était une valeur fondamentale, que même dans les situations les plus difficiles, la vérité devait prévaloir. « Maurice, revoyons les chiffres une dernière fois avant la réunion avec Gabriel demain, » dit Édouard. « Nous ne pouvons commettre aucune erreur dans les faux calculs. Ça doit être convaincant, ça doit paraître réel. J'ai déjà tout vérifié 3 fois, Édouard. Les graphiques sont parfaits. Les projections sont optimistes mais crédibles. Gabriel sera impressionné par notre performance et approuvera l'expansion lors de la même réunion. » Sophie entendit des chaises être traînées et comprit que les hommes se préparaient à partir. Rapidement, elle s'éloigna de la plante d'ornement et chercha un endroit où se cacher. Il y avait une porte entr'ouverte au bout du couloir et elle courut silencieusement dans sa direction, se dissimulant dans l'ombre. Maurice et Édouard sortirent de la salle de réunion, chacun portant une mallette de direction. C'étaient des hommes d'âge mûr, vêtus de costumes impeccables et affichant toute la respectabilité que Sophie associait aux cadres importants. Maurice était plus petit et robuste, avec des cheveux grisonnants et une barbe bien taillée. Édouard était plus grand et mince, avec des lunettes à monture dorée et un air plus nerveux. « Demain à 9 heures, Édouard. Gabriel nous attend dans le bureau de la présidence. Apporte la mallette avec les données que nous avons préparées et laisse-moi mener la présentation, » dit Maurice alors qu'il se dirigeait vers les ascenseurs. « Et l'autre mallette ?» demanda Édouard. « Elle reste enfermée dans mon bureau. C'est notre assurance, notre preuve que nous connaissions la situation réelle. Si un jour nous devons nous défendre, nous aurons de quoi montrer que nous n'étions pas ignorants, juste, stratégiques. » Les deux hommes entrèrent dans l'ascenseur et disparurent, laissant le 32e étage à nouveau silencieux. Sophie sortit de sa cachette les jambes tremblantes, non seulement par peur d'avoir été découverte, mais aussi par le poids de ce dont elle avait été témoin. Elle savait qu'elle avait vu quelque chose de très important, quelque chose de mal, quelque chose qui pourrait causer de graves problèmes à de nombreuses personnes. Sur le chemin du retour vers le 3e étage, Sophie essaya d'organiser dans son esprit tout ce qu'elle avait entendu. Il y avait 2 hommes, Maurice et Édouard, qui avaient préparé de faux chiffres pour tromper leur patron, Gabriel. Ils voulaient qu'il approuve un projet très coûteux basé sur des mensonges, et demain, à 9 heures du matin, ils allaient présenter ces mensonges comme s'ils étaient la vérité. Quand elle arriva à la salle de repos du personnel, Sophie trouva tout exactement comme elle l'avait laissé. Le livre était ouvert à la page où elle s'était arrêtée, le cahier de dessin était sur la table, et la télévision était toujours sur la chaîne de dessins animés. C'était comme si son aventure dans les couloirs du 32e étage n'avait été qu'un rêve, n'eût été le poids de la découverte qu'elle portait dans son cœur. Sophie essaya de reprendre sa lecture, mais les mots dansaient sur la page sans avoir de sens. Son esprit était complètement occupé par la conversation qu'elle avait entendue. Elle se sentait comme la protagoniste de son livre d'aventure, qui découvrait des secrets dangereux dans des passages secrets. Mais contrairement à la fiction, c'était réel, et les conséquences seraient réelles. Vers 3 heures du matin, Rose apparut dans la salle pour vérifier si tout allait bien. Elle trouva Sophie éveillée, feuilletant le livre d'un air distrait et préoccupé. « Ma chérie, tu devrais dormir. »« Tout va bien ?» demanda Rose, s'asseyant à côté de sa fille sur le canapé usé. Sophie regarda sa mère et un instant envisagea de lui raconter tout ce qu'elle avait découvert. Mais quelque chose la retint.
Peut-être était-ce le souvenir des paroles de Maurice sur les 50 millions d'euros, une somme si astronomique que son esprit d'enfant pouvait à peine la concevoir. Ou peut-être était-ce la peur que sa désobéissance puisse causer des problèmes à sa mère, qui courait déjà des risques en l'amenant au travail. « Je vais bien, maman, je n'ai juste pas très sommeil », répondit Sophie, forçant un sourire. C'est étrange d'être dans un endroit différent la nuit. Rose caressa tendrement les cheveux de sa fille. « Je sais, mon amour. C'est juste pour ce soir. Demain, Madame Geneviève ira sûrement mieux, et tu pourras de nouveau dormir dans ton lit. » Mais même pendant que Rose parlait, elles savaient toutes les deux que Madame Geneviève était toujours à l'hôpital et que Sophie devrait probablement accompagner sa mère à nouveau la nuit suivante. La perspective, qui quelques heures plus tôt n'éveillait que de la curiosité chez Sophie, la remplissait maintenant d'une anxiété mêlée de détermination. Le reste de la nuit s'écoula lentement. Sophie réussit à somnoler quelques heures sur le canapé, mais son sommeil fut agité, peuplé de rêves confus où des mallettes se transformaient en monstres qui poursuivaient des hommes en costume dans les couloirs infinis d'un immeuble qui grandissait vers le ciel. Elle se réveillait en sursaut, en sueur, avec des fragments de la conversation entre Maurice et Édouard résonnant dans son esprit. Quand Rose termina son service à 6 heures du matin, elle trouva Sophie déjà réveillée, rangeant ses affaires dans son sac à dos rose. La fillette était plus silencieuse que d'habitude, perdue dans des pensées qu'elle ne pouvait pas partager. Sur le chemin du retour, pendant le trajet en métro à travers la ville qui s'éveillait, Sophie observait les passagers qui se rendaient à leur travail. Beaucoup portaient des mallettes de direction, et elle se demandait combien d'entre elles contenaient des vérités et combien contenaient des mensonges. Le monde des adultes, qui lui avait toujours semblé distant et incompréhensible, s'était révélé encore plus complexe et plein de secrets dangereux. À la maison, Sophie eut du mal à se concentrer à l'école. Pendant les cours, son esprit retournait constamment au 32e étage, aux voix de Maurice et Édouard, aux mallettes qui contenaient des chiffres vrais et faux. La maîtresse lui demanda même si elle se sentait bien, tant son air était distrait. À l'heure du déjeuner, assise seule à la cantine de l'école, Sophie prit une décision qui la surprit elle-même. Elle devait retourner à l'immeuble, elle devait en savoir plus sur ce complot. Elle ne comprenait pas entièrement les implications financières de ce qu'elle avait entendu, mais son intuition lui criait que c'était mal et que quelqu'un devait faire quelque chose. Quand elle rentra à la maison après l'école, Sophie trouva Rose en train de préparer le dîner avec une expression inquiète. Les nouvelles de Madame Geneviève n'étaient pas bonnes. Les médecins avaient dit qu'elle devrait rester hospitalisée au moins 3 jours de plus, et il n'y avait aucune perspective de sortie immédiate. « Sophie, ma chérie, il semble que tu vas devoir m'accompagner au travail encore une fois ce soir, » dit Rose remuant les haricots dans la casserole sans regarder sa fille. « Je sais que ce n'est pas l'idéal, je sais que tu dois être fatiguée, mais je n'ai pas d'autre choix. » À la surprise de Rose, Sophie ne montra aucune contrariété. Au contraire, ses yeux brillèrent d'une étrange excitation. « Ce n'est pas grave, maman. Ça ne me dérange pas. Je peux emporter plus de livres à lire, et je promets que je resterai sage dans la salle, » répondit Sophie, essayant de contrôler l'enthousiasme dans sa voix. Rose regarda sa fille avec curiosité. La nuit précédente, Sophie avait montré de la nervosité et de l'appréhension, mais aujourd'hui, elle semblait presque impatiente de retourner à l'immeuble. Elle attribua ce changement de comportement à l'adaptation naturelle des enfants aux nouvelles situations. « D'accord, alors, mais souviens-toi de tout ce dont nous avons parlé hier. Tu restes dans la salle de repos et tu n'en sors pour rien au monde. » Sophie hocha la tête, mais au fond d'elle, elle savait déjà qu'elle briserait à nouveau cette promesse. Elle avait découvert quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait affecter de nombreuses personnes, et elle ressentait une responsabilité qui dépassait sa compréhension d'enfant. À 8 ans, Sophie Dubois était sur le point de devenir une enquêtrice improvisée, mue par la même curiosité qui lui faisait adorer les livres d'aventure et par le même sens de la justice que sa mère lui avait enseigné depuis sa plus tendre enfance. Cette nuit serait encore plus révélatrice que la précédente, et Sophie avait hâte de découvrir quels autres secrets le 32e étage de la tour Prestige cachait. Sans le savoir, elle se préparait à une découverte qui changerait non seulement sa vie, mais aussi le destin de dizaines de familles qui dépendaient de l'entreprise où sa mère nettoyait les couloirs chaque nuit. La deuxième nuit à la tour Prestige
commença de manière identique à la précédente. Rose et Sophie arrivèrent ponctuellement à 20 heures, passèrent par l'accueil avec le même soin discret et montèrent au 3e étage. Mais cette fois, Sophie portait dans son sac à dos rose non seulement des livres et des cahiers, mais aussi une détermination qui la surprenait elle-même. Dans la salle de repos du personnel, Sophie s'installa sur le canapé en simili-cuir et fit semblant de commencer sa lecture, mais ses oreilles étaient attentives à chaque son de l'immeuble. Elle avait calculé mentalement que la réunion entre Maurice, Édouard et Gabriel aurait lieu le lendemain matin, à 9 heures. Cela signifiait qu'elle avait toute la nuit pour planifier sa prochaine enquête. Rose embrassa le front de sa fille et sortit chercher le matériel de nettoyage, répétant les mêmes consignes que la veille sur le fait de ne pas quitter la salle. Sophie hocha la tête, mais ses yeux brillaient déjà d'anticipation, comme celle qui a une mission à accomplir. Cette fois, elle attendit jusqu'à 00h30 pour sortir de la salle. Elle voulait être sûre que Rose était occupée à son travail aux étages supérieurs et ne passerait pas de sitôt par la salle de repos. Avec des pas encore plus prudents que la nuit précédente, Sophie se dirigea vers les ascenseurs et appuya à nouveau sur le bouton du 32e étage. Lorsque les portes s'ouvrirent, l'environnement luxueux l'accueillit avec la même magnificence. Mais cette fois, Sophie n'était pas seulement curieuse, elle était une fillette en mission. Elle parcourut les couloirs en prêtant attention à chaque détail, essayant de mémoriser l'emplacement des salles, en particulier la salle de réunion où elle avait entendu la conversation la nuit précédente. C'est alors qu'elle remarqua une lumière encore allumée dans l'un des bureaux. La plaque sur la porte indiquait « Maurice Durand, directeur financier ». Sophie s'approcha avec précaution et jeta un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte. Maurice était seul, travaillant tard dans la nuit, avec des papiers éparpillés sur un grand bureau en bois sombre, et puis elle la vit. Sur une étagère derrière le bureau de Maurice, il y avait une mallette de direction identique à celle qu'il portait la veille. Sophie supposa que c'était la mallette avec les vrais chiffres, celle qu'il avait mentionnée gardée comme « assurance ». Cette découverte fit accélérer son cœur. Là se trouvait la preuve de la vérité qui serait cachée à Gabriel. Maurice parlait au téléphone à voix basse et Sophie réussit à capter quelques mots. Demain sera décisif. Gabriel approuvera sans poser de questions. 50 millions d'euros. Notre réputation en dépend. » Sophie s'éloigna de la porte et se cacha à nouveau derrière la plante d'ornement, digérant ce qu'elle avait vu et entendu. Le plan de Maurice et Édouard se déroulait exactement comme ils l'avaient prévu. Le lendemain matin, ils allaient tromper Gabriel avec de faux chiffres, et si tout se passait bien, l'entreprise investirait une somme astronomique dans un projet sans base solide. Pendant le reste de la nuit, Sophie resta au 32e étage, observant et essayant de comprendre le fonctionnement de ce monde d'entreprise. Elle examina les plaques des portes, tenta de comprendre la hiérarchie des postes et chercha des indices qui pourraient l'aider à mieux saisir la gravité de la situation qu'elle avait découverte. Quand elle retourna à la salle de repos, peu avant que Rose ne termine son service, Sophie était mentalement épuisée. La responsabilité de la connaissance qu'elle portait pesait sur ses épaules d'enfant comme un fardeau impossible à supporter. Elle savait quelque chose de terrible, quelque chose qui pourrait nuire à de nombreuses personnes, mais elle ne savait pas quoi faire de cette information. Le lendemain matin, Sophie se réveilla avec une idée fixe. Elle devait être dans l'immeuble à 9 heures pour assister à la réunion entre Maurice, Édouard et Gabriel. Elle devait voir de ses propres yeux le moment où le mensonge serait présenté comme la vérité. Mais comment y parvenir? Sa mère ne travaillait que la nuit, et Sophie devait être à l'école à 7h30 du matin. Pendant le petit déjeuner, alors que Rose préparait son goûter pour l'école, Sophie prit une décision désespérée. Elle ferait semblant d'être malade. Ce n'était pas un mensonge complet. Elle se sentait vraiment mal, nauséeuse, à cause de l'anxiété et du poids du secret qu'elle portait. « Maman, j'ai la nausée », dit Sophie, touchant son propre front comme elle avait vu les adultes le faire. « Je crois que j'ai de la fièvre. » Rose s'approcha, inquiète, et toucha le front de sa fille. Sophie n'avait pas de fièvre, mais son visage était pâle, qu'elle semblait vraiment abattue. L'inquiétude sincère dans les yeux de Sophie, mêlée à l'épuisement des 2 nuits blanches, convainquit Rose que sa fille n'allait pas bien. « Tu ne peux pas rester seule à la maison, ma chérie.
Et si ça s'aggravait? Dit Rose, pensant aux options limitées qu'elle avait. Maman, je peux venir avec toi à l'immeuble et rester dans la salle de repos pendant la matinée. Comme ça, tu pourras me surveiller entre tes tâches. Et si ça empire, il y a le dispensaire juste à côté, suggéra Sophie, essayant de garder une voix faible et malade. La suggestion avait du sens pour Rose. Elle avait quelques tâches de nettoyage à faire pendant la journée dans l'immeuble, principalement le nettoyage hebdomadaire des bureaux de la direction qui avait toujours lieu le mercredi matin. Elle pourrait emmener Sophie et la garder sous surveillance dans la salle de repos. « D'accord, mais tu restes allongée sur le canapé, et tu m'appelles si tu sens quoi que ce soit », accepta Rose, sans imaginer qu'elle facilitait le plan de sa fille. À 8h30 du matin, la mère et la fille étaient de nouveau à la tour Prestige. L'immeuble pendant la journée était complètement différent de l'atmosphère nocturne. Les couloirs étaient pleins de cadres pressés, le bruit des ascenseurs était constant, et il y avait une énergie de travail et d'urgence dans l'air. Sophie s'installa dans la salle de repos et Rose sortit pour vérifier le programme de nettoyage de la journée. Dès qu'elle fut seule, Sophie regarda l'horloge murale. 8h55. Dans 5 minutes, la réunion qu'elle devait observer commencerait. Le cœur battant à tout rompre, Sophie quitta la salle et se dirigea vers les ascenseurs. Le va-et-vient des gens dans l'immeuble, pendant les heures de bureau, exigeait beaucoup plus de prudence pour ne pas être remarquée. Elle se mêla à un groupe d'employés qui montaient aux étages supérieurs et réussit à atteindre le 32e étage sans attirer l'attention. Elle localisa la salle de réunion exécutive et se positionna stratégiquement derrière la même plante d'ornement où elle s'était cachée les nuits précédentes. À 9h précises, elle vit Maurice et Édouard s'approcher de la salle, chacun portant une mallette. Quelques minutes plus tard, un homme plus jeune les rejoignit. Gabriel Fournier avait environ 30 ans, des cheveux sombres bien coupés, et portait un costume impeccable. Son visage montrait le sérieux de quelqu'un conscient de la responsabilité qu'il portait en tant que président de l'entreprise. Mais il y avait aussi une discrète insécurité dans ses yeux, comme s'il s'adaptait encore au pouvoir qui lui avait été conféré. « Bonjour Gabriel, merci de nous recevoir », dit Maurice avec une cordialité professionnelle. « Nous avons les rapports complets sur notre situation financière et les projections pour l'expansion internationale. Maurice, Édouard, j'espère que vous avez de bonnes nouvelles. La pression du conseil d'administration pour l'expansion est énorme, mais je dois être certain que... Ah, nous avons une base solide pour un investissement de cette ampleur, répondit Gabriel, s'asseyant en bout de table. Sophie observait tout avec une attention totale, essayant de graver chaque mot, chaque expression, chaque détail de cette rencontre qui déterminerait l'avenir de tant de personnes. Elle voyait la confiance que Gabriel plaçait dans les deux cadres, la manière respectueuse dont il s'adressait à eux, les traitant comme des mentors expérimentés. Maurice ouvrit sa mallette, la mallette avec les fausses données, et en sortit un dossier volumineux avec des graphiques colorés et des tableaux impressionnants. Gabriel, nos chiffres du premier semestre sont exceptionnels. Nous avons dépassé toutes les attentes de bénéfices. Sophie vit Gabriel se pencher sur la table pour examiner les documents. Ses yeux parcouraient les graphiques avec la concentration de celui qui essaie d'absorber des informations complexes et de prendre des décisions importantes. Il ne se doutait de rien. Pourquoi se douterait-il? Maurice et Édouard étaient ses subordonnés de confiance, des hommes expérimentés qui connaissaient l'entreprise depuis des années. « Regardez ces chiffres, Gabriel », poursuivit Édouard, en montrant un graphique spécifique. Au premier trimestre, nous avons eu un bénéfice net de 12 millions d'euros. Au deuxième trimestre, 15 millions. C'est une progression constante et durable. Gabriel hocha la tête, impressionné. Ce sont des chiffres vraiment impressionnants, bien supérieurs à nos projections initiales. Sophie sentit un nœud dans son estomac. Elle se souvenait parfaitement des paroles de Maurice la première nuit. Au premier trimestre, nous montrons un bénéfice de 12 millions, alors qu'en réalité, nous avons eu une perte de 3,5 millions. Au deuxième trimestre, nous avons inventé un chiffre d'affaires de 15 millions qui n'existe tout simplement pas. Elle assistait au moment exact où le mensonge était présenté comme la vérité. Avec cette base financière solide, poursuivit Maurice, notre recommandation est d'approuver immédiatement l'expansion sur le marché européen. 50 millions d'euros est un investissement parfaitement soutenable pour une entreprise avec nos performances. Gabriel feuilletait les documents,
posant des questions techniques auxquelles Maurice et Édouard répondaient avec une aisance qui impressionnait même Sophie. Ils avaient préparé des réponses à toutes les questions possibles, créé un récit convaincant qui transformait les pertes en profits et projetait un avenir doré basé sur des chiffres inventés. Maurice, Édouard, êtes-vous absolument certain de ces données? Car si nous approuvons cette expansion et que quelque chose tourne mal, ce sera un coup dévastateur pour l'entreprise, dit Gabriel, montrant la responsabilité qu'il ressentait. Gabriel, nous travaillons dans cette entreprise depuis plus de 15 ans. Notre réputation professionnelle est en jeu tout autant que la vôtre. Nous ne présenterions pas ces chiffres si nous n'étions pas absolument certains de leur véracité, répondit Maurice avec une fermeté qui frisait l'indignation. Sophie vit Gabriel se détendre visiblement. La réponse de Maurice avait dissipé ses derniers doutes. Comment remettre en question la parole de deux cadres, expérimentés qui mettaient leur propre réputation en jeu? Très bien. Sur la base de ces rapports et de la confiance que je place en vous, je recommanderai au conseil d'administration d'approuver l'expansion internationale. Programmons une réunion extraordinaire pour vendredi, décida Gabriel en fermant le dossier. Sophie eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Tout se passait exactement comme Maurice et Édouard l'avaient prévu. Gabriel avait été complètement trompé, et dans 2 jours, un conseil d'administration approuverait un investissement millionnaire basé sur des mensonges. La réunion se poursuivit quelques minutes de plus, avec des discussions sur les calendriers et les stratégies de mise en œuvre. Sophie resta cachée, absorbant chaque mot, chaque détail qui pourrait être important. Quand les 3 hommes se levèrent pour partir, elle vit Gabriel serrer les mains de Maurice et Édouard avec une gratitude sincère. « Merci pour votre excellent travail. Avec vous à mes côtés, je suis sûr que cette expansion sera un succès, » dit Gabriel, avec un sourire qui brisa le cœur de Sophie. Après le départ des 3 hommes, Sophie resta cachée quelques minutes, digérant tout ce qu'elle avait vu. Ce n'était plus seulement une question de faux chiffres ou de mallettes échangées. Il y avait un jeune homme, Gabriel, qui faisait entièrement confiance à ses subordonnés et qui était trahi de la pire des manières. Il y avait toute une entreprise, avec des centaines d'employés comme sa mère, qui seraient lésés par des décisions basées sur des mensonges. Sophie savait qu'elle n'avait que 2 jours avant la réunion du conseil. 2 jours pour décider si elle ferait quelque chose avec les informations qu'elle détenait ou si elle resterait silencieuse, protégeant sa mère et elle-même des conséquences possibles de s'impliquer dans des affaires aussi sérieuses. Sur le chemin du retour vers la salle de repos, Sophie se sentait différente. Elle n'était plus seulement une fillette curieuse qui avait découvert quelque chose d'intéressant, elle était quelqu'un qui avait assisté à un crime en train d'être commis, quelqu'un qui avait le pouvoir d'empêcher une injustice, mais qui portait aussi la peur des conséquences de ses actes. Quand Rose apparut dans la salle de repos pour voir comment elle allait, elle trouva Sophie assise sur le canapé, regardant dans le vide avec une expression pensive qui ne correspondait pas à ses 8 ans. « Comment te sens-tu, ma chérie? Mieux ?» demanda Rose, touchant le front de Sophie pour vérifier si elle avait de la fièvre. « Je vais mieux, maman. Beaucoup mieux, » répondit Sophie, et il y avait dans sa voix une détermination que Rose ne sut pas interpréter. Pendant le reste de la journée, Sophie resta silencieuse et pensive. Elle avait pris une décision qui l'effrayait et l'excitait à la fois. Le vendredi matin, lorsque le conseil se réunirait pour approuver l'expansion basée sur les fausses données, elle serait là. Ne sachant pas encore exactement comment, mais elle serait là pour empêcher le mensonge, de triompher de la vérité. Sophie Dubois, à l'âge de 8 ans, était sur le point de devenir la personne la plus improbable du monde des affaires français, une lanceuse d'alerte. Et sa prochaine décision changerait non seulement sa vie et celle de sa mère, mais aussi le destin de tous ceux qui travaillaient dans l'imposante tour Prestige, y compris un jeune président qui ne savait pas encore qu'il était trompé par les personnes en qui il avait le plus confiance. Le jeudi matin, Sophie se réveilla avec une détermination qui la surprit elle-même. Elle avait passé toute la nuit précédente à réfléchir à la manière dont elle pourrait atteindre le 32e étage le vendredi matin, lorsque le conseil se réunirait pour approuver l'expansion basée sur les fausses données. Chaque scénario qu'elle imaginait semblait impossible pour une fillette de 8 ans, mais son courage avait grandi avec la certitude qu'elle devait agir. Pendant le petit déjeuner,
Sophie observait Rose préparer son goûter pour l'école avec le même dévouement que toujours, sans imaginer que sa fille portait un secret capable d'ébranler les fondations de l'immeuble où elle travaillait toutes les nuits. L'innocence de ce moment domestique contrastait radicalement avec l'ampleur de la décision que Sophie avait prise. « Maman, est-ce que je peux aller à l'école toute seule aujourd'hui? Je veux retrouver Béatrice en chemin », mentit Sophie, faisant référence à une camarade de classe qui habitait quelques rues plus loin. « Bien sûr, ma chérie, mais sois prudente et va directement à l'école, » répondit Rose en embrassant le front de sa fille avant de partir faire quelques courses. Sophie savait que ce serait sa seule opportunité. Au lieu de se diriger vers l'école, elle prendrait le métro jusqu'au centre de Paris et arriverait à la Tour Prestige, au Saint-Étienne, moment exact où le conseil se réunirait. Elle n'avait pas de plan élaboré, seulement la conviction qu'elle devait parler à Gabriel avant qu'il n'approuve définitivement l'expansion. À 8h30 du matin, Sophie était à l'accueil de l'immeuble, vêtue de son uniforme scolaire et portant le sac à dos rose, qui était devenu son compagnon dans cette aventure improbable. Le flot de cadres arrivant au travail était intense, et elle réussit à passer la sécurité sans trop attirer l'attention, se mêlant au flux de personnes se dirigeant vers les ascenseurs. Au 32e étage, Sophie se posta près de la réception de la présidence. Il y avait une secrétaire élégante assise derrière un bureau imposant, répondant au téléphone et organisant des documents. Sophie prit une profonde inspiration et s'approcha avec tout le courage qu'elle put rassembler. « Madame, je dois parler à Monsieur Gabriel, » dit Sophie, essayant de garder une voix ferme malgré la nervosité qui la dominait. La secrétaire, nommée Patricia, regarda la fillette avec surprise et un sourire condescendant. « Ma petite, Monsieur Gabriel est le président de l'entreprise. Tu dois être perdue. Où sont tes parents? »« Je ne suis pas perdue. Je sais exactement où je suis, et je dois lui parler de quelque chose de très important, » insista Sophie, avec un sérieux qui attira l'attention de Patricia. Avant que la secrétaire ne puisse répondre, Maurice apparut dans le couloir, portant sa mallette et se dirigeant vers la salle du conseil. Quand il vit Sophie, son visage pâlit immédiatement. Il la reconnut de la veille, lorsqu'il avait travaillé tard dans son bureau. Il avait eu la sensation que quelqu'un l'observait, mais n'avait pas prêté attention à ce pressentiment. « Qu'est-ce que cette fille fait ici ?» demanda Maurice, essayant de garder un ton désinvolte. Mais la tension dans sa voix était perceptible. « Elle dit qu'elle doit parler à Monsieur Gabriel de quelque chose d'important, » expliqua Patricia, sans remarquer le changement d'expression de Maurice. Édouard arriva à ce moment-là, portant également une mallette, et quand il vit Sophie, la même expression de reconnaissance et de panique traversa son visage. Les deux hommes se regardèrent, comprenant instantanément que sa présence ici n'était pas une coïncidence. « Petite, tu ne peux pas être ici, c'est un environnement professionnel. Ce n'est pas un endroit pour les enfants, » dit Édouard, essayant de paraître autoritaire, mais Sophie perçut la nervosité dans sa voix. « Je sais ce que vous avez fait, » dit Sophie, regardant directement les deux hommes. Sa voix sortit plus basse qu'elle ne l'aurait souhaité, mais chargée d'une détermination qui surprit même la secrétaire. « Je vous ai vu échanger les mallettes. J'ai entendu la conversation sur les faux chiffres. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Maurice et Édouard se regardèrent avec un mélange de choc et de désespoir. Comment était-il possible qu'une enfant soit au courant de leur plan? Comment avait-elle découvert quelque chose qu'ils avaient planifié avec tant de soin? « Tu ne sais pas de quoi tu parles, petite, » dit Maurice, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Ce sont des conversations d'adultes que tu ne comprends pas. »« Si, je comprends, » répliqua Sophie, avec un courage qui grandissait à chaque seconde. « Vous avez deux mallettes, une avec les vrais chiffres qui montrent que l'entreprise ne va pas bien, et une autre avec de faux chiffres pour tromper Monsieur Gabriel. Vous voulez qu'il approuve 50 millions d'euros pour un projet qui ne marchera pas. » Patricia suivait la conversation avec une perplexité croissante. Ce que cette fillette disait était trop spécifique, trop détaillé pour être inventé. Et la réaction des deux cadres n'était pas celle de quelqu'un faussement accusé, mais de quelqu'un qui avait été découvert. C'est à ce moment que Gabriel sortit de son bureau, attiré par les voix altérées à la réception. Quand il vit Sophie, son expression fut de surprise, mais quand il remarqua la tension sur les visages de Maurice et Édouard, sa curiosité se transforma en inquiétude. « Que se passe-t-il ici » demanda Gabriel, regardant tour à tour Sophie et les deux cadres.
Sophie prit une profonde inspiration et prit la décision la plus courageuse de sa vie. Regardant directement Gabriel, d'une voix qui trembla au début mais se raffermit au fur et à mesure qu'elle parlait, elle raconta tout. « Monsieur Gabriel, ces deux hommes vous mentent. Je les ai vus parler la nuit d'échanger les vrais chiffres contre de faux chiffres. Ils ont dit que vous leur faisiez confiance et que vous alliez tout croire sans poser de questions. Ils veulent que vous approuviez un projet très cher, mais l'entreprise n'a pas l'argent pour ça. » Gabriel regarda Sophie avec une attention totale, puis tourna son regard vers Maurice et Édouard, qui semblaient avoir complètement perdu la capacité de parler. L'accusation était si spécifique, si détaillée, qu'il était impossible de l'ignorer. « Maurice, Édouard, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» demanda Gabriel, avec un sérieux qui rendit l'atmosphère encore plus tendue. « Gabriel, c'est une enfant. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Elle a probablement entendu une conversation et a tout mal interprété, » dit Maurice, essayant désespérément de reprendre le contrôle. Mais Sophie n'avait pas fini. Avec une détermination qui impressionnait tous les présents, elle continua. Ils ont parlé de trimestre. Au premier trimestre, ils ont montré un bénéfice de 12 millions. Mais en réalité, il y a eu une perte de 3,5 millions. Au deuxième trimestre, ils ont inventé un chiffre d'affaires de 15 millions qui n'existe pas. Le silence qui suivit fut absolu. Gabriel regarda Maurice et Édouard avec une expression qui mêlait choc, incrédulité et une colère grandissante. Les chiffres que Sophie avait cités étaient exactement ceux qui figuraient dans les rapports qu'il avait reçus. Comment une enfant pouvait-elle connaître des détails aussi spécifiques si elle n'avait pas réellement assisté à une conversation? « Maurice, je veux voir les rapports originaux, maintenant, » dit Gabriel, d'une voix qui n'admettait aucune discussion. « Gabriel, vous allez croire une enfant plutôt que de nous faire confiance ?» tenta Édouard, mais sa voix sonnait désespérée. « Patricia, annulez la réunion du conseil. Je veux tout le monde dans la salle de réunion maintenant, y compris le service d'audit interne, » ordonna Gabriel, ignorant complètement l'appel d'Édouard. Ce qui suivit fut l'une des matinées les plus tendues de l'histoire de la Tour Prestige. Gabriel convoqua une réunion, d'urgence avec l'équipe d'audit, et exigea que tous les rapports financiers des 6 derniers mois soient vérifiés dans les systèmes originaux de l'entreprise. Sophie resta à la réception, sous la garde de Patricia, qui s'était attachée à la courageuse fillette. Pendant ce temps, à l'étage inférieur, Rose découvrit que sa fille avait manqué l'école et paniqua. Après avoir appelé plusieurs mères de camarades de classe, elle finit par apprendre que Sophie avait été vue entrant dans l'immeuble où elle travaillait. Quand Rose arriva au 32e étage, désespérée et craignant pour son emploi, elle trouva Sophie assise calmement à la réception, lisant un livre que Patricia lui avait prêté. La scène était surréaliste. Sa fille de 8 ans traitait avec respect et soin à la présidence de l'entreprise. « Sophie, qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as rendue folle d'inquiétude » s'exclama Rose, courant pour embrasser sa fille. « Maman, je devais dire à Monsieur Gabriel quelque chose de très important, à propos d'hommes qui lui mentaient, » expliqua Sophie, avec une simplicité qui contrastait avec la gravité de la situation. C'est alors que Gabriel sortit de la salle de réunion, accompagné de Maurice et Édouard, qui semblaient vaincus et honteux. La vérification des chiffres avait confirmé exactement tout ce que Sophie avait rapporté. Les rapports présentés contenaient des données complètement falsifiées et la situation réelle de l'entreprise était très différente de ce qui avait été présenté. Gabriel s'approcha de Sophie et s'agenouilla pour être à sa hauteur. Ses yeux montraient un mélange de gratitude, d'admiration et de tristesse pour la façon dont il avait été trompé par des personnes en qui il avait confiance. « Sophie, tu as sauvé notre entreprise. Si cette expansion avait été approuvée sur la base de fausses données, des centaines de familles auraient pu perdre leur emploi, » dit Gabriel avec une émotion sincère dans la voix. Maurice et Édouard s'approchèrent, la tête basse. Les preuves contre eux étaient irréfutables, et tous deux savaient que leur carrière dans l'entreprise était terminée. « Gabriel, nous... » commença Maurice, mais Gabriel leva la main, l'interrompant. « Je ne veux pas entendre de justification. Vous avez trahi ma confiance et mis toute l'entreprise en danger. Je veux vos démissions sur mon bureau aujourd'hui même. Vous pouvez vous considérer licencié pour faute grave, » dit Gabriel, avec une fermeté qui montrait à quel point il avait mûri à ce moment-là. Rose suivait toute la scène,
sans comprendre complètement ce qui se passait, mais réalisant que Sophie s'était impliquée dans quelque chose de très sérieux et d'important. Sa peur initiale de perdre son emploi fut remplacée par un mélange de fierté et d'inquiétude face au courage de sa fille. Gabriel se tourna vers Rose et Sophie, et son expression s'adoucit complètement. « Rose, votre fille a fait preuve d'une intégrité et d'un courage que beaucoup d'adultes n'ont pas. Elle aurait pu se taire, mais elle a choisi de faire ce qui était juste, même en n'étant qu'un enfant. Monsieur Gabriel, je vous demande pardon pour le dérangement que ma fille a causé, commença Rose, mais Gabriel l'interrompit gentiment. Du dérangement? Rose, votre fille a sauvé notre entreprise d'un désastre financier, et maintenant je veux vous faire une proposition que j'espère que vous accepterez. Gabriel expliqua qu'il offrait à Rose un nouveau poste administratif, avec une formation complète, des horaires de bureau et un salaire correspondant à ses nouvelles responsabilités. Pour Sophie, il offrait une bourse d'études complète dans l'une des meilleures écoles privées de Paris, ainsi qu'un fonds d'éducation qui garantirait sa formation universitaire à l'avenir. « Ce n'est pas de la charité, expliqua Gabriel, c'est la justice. Vous avez fait preuve de valeur que notre entreprise doit valoriser et récompenser. L'intégrité, le courage et l'honnêteté sont des qualités plus précieuses que n'importe quel diplôme ou expérience professionnelle. » Rose se mit à pleurer, n'arrivant pas à croire que la vie dont elle avait rêvé pour elle et sa fille devenait réalité de manière si inattendue. Sophie, quant à elle, ressentait un mélange de soulagement et de fierté. Elle avait fait ce qu'il fallait, et les conséquences étaient meilleures que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. La réunion avec le conseil d'administration eut lieu le lundi suivant, mais avec un ordre du jour complètement différent de celui initialement prévu. Gabriel relata toute la situation, de la découverte de la falsification au courage d'une fillette de 8 ans, pour dénoncer le complot. La proposition d'expansion fut annulée, et un plan de restructuration complète de l'entreprise fut approuvé, axé sur la transparence et l'intégrité. Maurice et Édouard furent licenciés le jour même, et Gabriel mit en place de nouvelles procédures d'audit et de vérification qui empêcheraient que des situations similaires ne se reproduisent. L'entreprise traversa une période de réorganisation, mais en sortit plus forte et plus fiable. 6 mois plus tard, Rose était complètement adaptée à son nouveau poste administratif, travaillant en journée et pouvant suivre de près l'éducation de Sophie. La fillette, inscrite dans sa nouvelle école, s'était distinguée non seulement sur le plan académique, mais aussi en tant que leader naturel parmi ses camarades. Gabriel, qui avait profondément mûri avec toute cette expérience, mit en place une politique révolutionnaire dans l'entreprise. Des réunions mensuelles où les employés de tout niveau pouvaient exprimer leurs préoccupations et suggestions directement à la présidence. Il avait appris que les perspectives les plus précieuses ne viennent pas toujours des cadres les plus expérimentés, mais parfois des voies les plus improbables. Dans son bureau, Gabriel gardait une photographie de Sophie le jour où elle avait reçu sa première note maximale dans sa nouvelle école. À côté de la photo, dans une petite vitrine, se trouvait l'une des mallettes qui avait été utilisées dans le complot frauduleux. Non pas la mallette avec les fausses données qui avaient été détruites, mais la mallette avec les vrais chiffres, celle que Maurice avait gardée comme assurance. La mallette était devenue un symbole dans l'entreprise, rappelant à tous que la vérité trouve toujours un moyen de se manifester, et que le courage de la défendre peut venir des endroits les plus inattendus. Gabriel avait l'habitude de dire aux nouveaux employés que cette mallette représentait la leçon la plus importante qu'il ait apprise dans sa carrière. Écouter est plus précieux que parler, et parfois les voix les plus importantes sont celles que nous attendons le moins. Sophie grandit en sachant qu'elle avait changé non seulement sa propre vie, mais aussi la vie de centaines de familles qui dépendèrent de l'entreprise pour survivre. Elle apprit que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de faire ce qui est juste malgré la peur. Et elle apprit qu'une seule voix, même la voix d'une enfant de 8 ans, peut faire la différence dans le monde. Rose et Sophie déménagèrent dans un appartement plus grand et plus sûr, mais n'oublièrent jamais d'où elles venaient. Tous les mois, elles rendaient visite à Madame Geneviève, qui s'était complètement rétablie et était devenue une sorte de grand-mère adoptive pour Sophie. Et tous les soirs, avant de dormir, Rose remerciait d'avoir une fille courageuse, qui avait transformé un moment de désespoir en une opportunité de changement. Gabriel devint l'un des présidents les plus respectés du marché français, connu pour la transparence et l'intégrité de sa gestion.
Mais il savait que sa plus grande réussite n'avait été aucun résultat financier ou reconnaissance professionnelle. Sa plus grande réussite avait été d'apprendre à écouter une fillette de 8 ans qui avait eu le courage de dire la vérité quand les adultes autour d'elle avaient choisi le mensonge. L'histoire de Sophie Dubois se répandit discrètement dans le monde des affaires français, devenant une légende, sur la façon dont l'intégrité peut venir des endroits les plus inattendus et comment une seule décision courageuse peut changer le destin de nombreuses personnes. Elle a prouvé que peu importe l'âge, la position sociale ou le pouvoir d'une personne. Ce qui compte, c'est d'avoir le courage de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile, même quand c'est effrayant, même quand cela semble impossible. Chers auditeurs, nous espérons que le parcours de Sophie et Rose a profondément touché vos cœurs. Une fillette de seulement 8 ans nous a montré que le courage de défendre la vérité ne connaît pas d'âge, que l'intégrité est plus puissante que n'importe quel complot, et que parfois les héros surgissent des endroits les plus inattendus. Si cette histoire vous a autant ému que nous en la racontant, laissez votre pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne et partagez dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Chaque jour, nous vous apportons des histoires qui révèlent la force transformatrice du caractère humain, des récits qui nous rappellent que chacun de nous a le pouvoir de faire la différence dans le monde. Sophie nous a appris qu'écouter notre conscience est plus important que de suivre les règles et que défendre ce qui est juste vaut tous les risques. Nous vous attendons au prochain épisode avec une autre histoire qui touchera votre âme et réveillera le héros qui sommeille en chacun de nous.